Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle saison de l'Entretien d'Hérémie. Notre premier invité est un homme politique mauritanien qui fut 3 fois ministre, homme de gauche qui se veut proche du peuple. Il vient de faire paraître ce livre Confession d'un esclave. Chbih Cheikh Ahmed Aynin est l'invité de l'Entretien d'Hérémie. Bonjour Chbih Cheikh Ahmed Aynin. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, merci de nous donner de votre temps pour cette interview. Vous venez de faire publier ce livre Confession d'un esclave. C'est un livre intéressant, un livre riche. Vous dites d'emblée que ce n'est pas un roman, encore moins un essai, mais c'est l'esclavage confessé. Qu'est-ce que l'esclavage confessé? En fait, vous savez, ce problème d'esclavage, on en parle beaucoup. J'avais l'envie d'écrire à propos de ce sujet. Et j'avais l'envie un peu de décortiquer cet esclavage-là et surtout de dénuder cette société mauritanienne, la société maure. Bien que l'esclavage ne soit pas réservé aux Maures. Et en particulier en Mauritanie, toutes nos ethnies sont des ethnies esclavagistes. Qu'on le veuille ou non, mais c'est la réalité. Ouais. Mais ni nos ethnies, ni nous les Mauritaniens n'avons inventé l'esclavage. Il a toujours existé. Il continue à exister sous d'autres formes probablement. Mais c'est quand même une tare. C'est quelque chose qu'il faut absolument éradiquer. C'est quelque chose qu'il faut dépasser. C'est quelque chose qu'il faut dépassionner. C'est quelque chose qu'il faut sortir des étals. Il faut sortir du commerce. Très clairement. Donc, on entre tout de suite dans le livre. La première partie, le narrateur séjourne dans un campement. Il semble y découvrir justement les atrocités telles que l'esclavage ou d'autres choses encore. Et ce narrateur également, il semble profiter de sa situation privilégiée due à son statut et due beaucoup aussi à l'ignorance de ces bédouins qu'il accueille. Effectivement, je ne sais pas s'il y avait une ignorance. Ils étaient eux-mêmes tout simplement. Il ne faut pas qualifier les gens en fonction de leurs connaissances ou autres. Ouais. Non, ils étaient eux-mêmes. Ils semblent quand même vénérer ce monsieur. Ils étaient des nomades. Ouais. Mais tout le monde vénérait tout le monde à ce moment-là. Moi, j'avais mon statut social qui me permettait d'être vénéré. Et ceci existait dans la société nomade. Nous ne l'avons pas inventé et il n'était pas réservé à ce campement que j'ai visité. Oui. C'est ça la société nomade. Et il faut connaître la société nomade. Il faut la connaître non seulement sur le plan sociologique, mais même sur le plan économique, qui est souvent mal compris. Et c'est une société particulière qui a ses spécificités. Dans ces spécificités, moi j'ai joué mon rôle et mon statut social que vous connaissez. Qui est très bien raconté dans ce livre. Je vous invite à le lire pour vous faire votre propre opinion justement. Mais Chbih Cheikh Ahmed Aynin, comment dire, une fois qu'on rentre dedans, en tout cas une fois que vous racontez cela, est-ce que le narrateur il fait un peu aussi œuvre d'ethnologue? C'est-à-dire qu'il raconte un peu la société, comment est-ce qu'elle est organisée, comment est-ce qu'un griot peut être accueilli, quelle est la place de l'esclave, quelle est la place d'une personne noble, la grande dame Mariam dans son campement, celle qui dirige son campement. Est-ce que vous faites œuvre d'ethnologue? En fait, il y a plusieurs dimensions dans ce récit. Il y a le côté ethnologie, vous avez raison. Il y a un côté philosophique. Bilal, il y a justement. Un côté sociologique. Oui. Et il y a un autre aspect qui est plutôt un aspect mystique plus exactement. Et j'ai essayé un peu de développer tout cela dans le cadre de ce récit. Et l'important pour moi, c'est que si on veut décrire une société, il faut la connaître. Il faut la connaître. Il ne faut pas des préjugés. Il faut dire les choses comme elles sont elles. Un griot, il est comme ça, il est reçu comme ça. Un forgeron, il est comme ça. Un esclave, il est comme ça, un noble, il est comme ça, un guerrier, il est comme ça. C'est ça notre société.
Ce pas des Martiens. C'est comme ça que nous étions. Et c'est comme ça que nous avons d'ailleurs extrapolé beaucoup de nos comportements sociaux qui existaient. Et ça, je l'ai dit d'une certaine manière dans le livre, en disant que quand on est guerrier, on préfère être militaire ou être gardien avec son bâton. Ça vous donne l'impression d'un certain pouvoir. D'une certaine continuité. Et quand aussi. Vous êtes marabout, on préfère être enseignant. En tout cas, les gens essaient de perpétuer un peu ce qu'ils étaient de par le passé. Ils essaient en fait non pas de le perpétuer, mais de mal l'extrapoler dans la société nouvelle. Et c'est ça qui est à l'origine de certains autres problèmes concernant notre approche de la démocratie, notre approche de l'État, notre approche du pouvoir, notre approche de l'autorité. Tout cela existe encore aujourd'hui. Alors, il y a un humour particulier, il y a un humour que j'ai envie de dire très grinçant des dents, qui jalonne tout le long du livre. Je vous en livre quelques passages. Deida, c'est la gaveuse qui transforme une pin-up en Michelin. C'est ça. Bon, ça c'est pour rendre la lecture un peu plus agréable, un peu moins dru. Oui, moins dru, mais aussi ça permet en tout cas aussi de déconstruire, parce que le gavage existe, l'esclavage existe, mais c'est approché avec une certaine finesse, avec un certain humour qui permet du coup d'être accessible à tout le monde, et on en rit presque, même si c'est des tares qu'il faut évidemment combattre et que vous combattez à votre façon à travers ce livre. Effectivement, mais bon, cet humour, je crois que quand on est grincheux, on ne peut pas passer un message. Je le crois. Et vous savez, là, il y a du vrai, il y a de l'imaginaire. Mais c'est ce que je me dis, et c'est peut-être un peu une dimension philosophique, c'est que l'imaginaire n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'ombre du réel. Et maintenant, en fonction de la lumière et du placement de la lumière, vous déformez cette ombre et vous la jugez en fonction de ce que vous pouvez faire. Il n'y a pas ce livre, il n'y a pas réellement, et l'imaginaire même n'existe pas. L'imaginaire n'est que le reflet et l'ombre du réel. Est-ce qu'on n'est pas dans l'allégorie de la caverne? Peut-être. Peut-être bien. D'ailleurs, il y a une partie que j'ai envie de dire un peu bergsonien, si je veux dire, d'Henri Bergson, quand Bilal parle de sa flûte, et il nous dit que le temps, ce n'est pas juste l'addition du jour, de la nuit, c'est autre chose. C'est autre chose. En fait, le temps n'est pas une addition du jour et de la nuit, et le temps n'existe tout simplement pas sans qu'il y ait des repères. S'il n'y a pas de repères, il n'existe pas. Il n'est pas palpable. Il faut des repères. Il faut charger le temps pour qu'il existe. Effectivement. On l'aura compris, en tout cas, c'est un livre très riche, aussi bien sur le plan humoristique, philosophique, sans parler en tout cas des dénonciations, des états sociaux qui existent dans nos sociétés mauritaniennes. Parlons également des choses qu'on découvre qui sont extraordinaires dans ce livre, ou bien des personnages. Bilal, on a parlé de lui à un moment donné. Il faut s'arrêter un peu sur Bilal avec sa flûte et avec son interprétation du temps. Qu'est-ce que représente Bilal? Bilal, c'est un peu le fil conducteur. C'est le fil conducteur, c'est celui qui peut vous matérialiser toutes les formes d'esclavage en parlant des autres. Même pas de lui-même seulement, mais en parlant des autres. C'est comme ça que vous voyez un peu les types d'esclavage, que ce soit au féminin ou que ce soit au masculin. Ou que ce soit dans le dabaï. Ou que ce soit dans le dabaï, qui est une structure très particulière. Ce dabaï d'ailleurs qu'on a toujours, qu'on a fini par balancer pour créer le bidonville de Nouakchott, c'est tout. C'est ça le dabaï. Nouakchott n'est pas une ville, mais un grand dabaï. Dire que j'ai connu des débats de par le passé, je n'ai jamais su que étymologiquement ça venait de là. Pour moi, Dabaï, c'était le nom d'un village, tout simplement.
Non. On apprend des choses aussi en lisant ces livres. On apprend absolument des choses. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir à la lecture de ces livres? Est-ce qu'il y a une piste de solution pour que nos sociétés puissent se questionner et sortir éventuellement de l'esclavage? Oui, je crois qu'en fait, ça c'est un aspect. C'est l'aspect un peu de l'esclavage nomade chez les Maures. Il faudrait bien qu'on parle de l'esclavage chez les Soninké. Il faut bien qu'on en parle chez les Halpolaren, il faut bien qu'on en parle chez les Wolofs. Tout ça, ça permet un peu de mieux appréhender ce problème et de définitivement le cerner. Définitivement le cerner sans spéculation, sans commerce. Sans spéculation. Pour qu'on puisse avancer. Pour qu'on puisse avancer, il faudrait absolument éradiquer ce problème pour que ce pays s'unisse, pour que ce pays puisse aller ensemble. Il faudrait arrêter certaines conceptions qui sont d'ailleurs à la limite amusantes pour vous et moi qui connaissons la Mauritanie. Personne n'a le monopole de la négritude. Moi, je suis un fils de Cheikh Mohamed Fadel. Probablement 60% de ma famille sont de peau noire. Donc, personne n'a le monopole de la négritude. Encore moins le boulot. Bon, ça peut faire plaisir à une ONG occidentale. C'est très facile. Les blancs dominent les noirs. C'est pas vrai. C'est complètement fou. Alors, vous aurez compris en tout cas le point de vue de notre invité, Cheikh Mel'Aynine. Son livre « Confession d'un esclave » est passionnant. Je vous le recommande absolument. Il faut absolument lire ce livre, en tout cas vous faire votre idée. Mais c'est un livre sur lequel on apprend beaucoup sur les sociétés mauritaniennes, pratiquement et précisément sur la société Maure, sur la société Bidane. Merci d'avoir regardé cette partie de l'interview. On revient dans un instant pour la partie beaucoup plus politique parce que comme vous le savez, notre invité d'aujourd'hui est aussi un homme politique que j'ai envie de dire incontournable dans le paysage politique mauritanien. HT+, votre équipementier informatique à Nouakchott et partout en Mauritanie. Ordinateur de bureau, ordinateur portable, tablette, HT+ propose une large gamme de choix pour professionnels et particuliers. Contactez sans plus tarder le service commercial au 48 60 65 66 ou au 37 00 42 50. HT+, votre partenaire informatique. On ne présente plus Cheikh Mel'Aynine dans le paysage politique mauritanien. Il a été à la fois ministre mais également prisonnier politique, si l'on peut dire. Si l'on doit vous présenter Cheikh Mel'Aynine, qu'est-ce qu'on doit retenir dans vos idéaux politiques brièvement? En fait, comme tout homme, mon approche ne peut pas être statique. Il a évolué. Je ne peux pas être un dessin. En fait, j'ai évolué. Je suis passé du trotsko-guévarisme pendant ma jeunesse. J'ai évolué. J'ai après travaillé politiquement en Mauritanie de façon clandestine et puis après de façon officielle dans le cadre du Front populaire mauritanien. Je défends mes idées, j'y crois, je suis avant tout un homme de gauche. Ce que n'aiment pas les gens aujourd'hui n'aiment pas ces classifications. Moi, en tout cas, je me considère comme un homme de gauche. Et vous l'assumez? Un homme qui veut être proche des populations et qui trouve que l'objet de la vie politique en général, c'est satisfaire les besoins des populations et des masses en particulier. Je lutte, c'est peut-être par des formations professionnelles. Je suis un économiste, donc je défends une répartition de revenus égalitaire. Je défends aussi des autres idéaux comme l'égalité des Mauritaniens
Et c'est un peu peut-être un héritage de ma famille. Moi, je suis d'une famille maraboutique dont les disciples sont de toutes les ethnies. Donc, je ne peux pas être raciste. Je ne peux pas choisir une ethnie contre une autre. Ça ne fait pas partie de notre tradition. J'ai aussi un héritage, si vous voulez, même consanguin ou sanguin. Nous, Cheikh Mohamed Wade, son grand-père, c'est Thierno Souleymane Baal. Donc, nous sommes une famille qui avons quand même des aïeuls alpolaren. Donc, comme beaucoup de Mauritaniens, plus ou moins mélangés. Donc, la Mauritanie, c'est un vrai métissage. Ouais. Donc, je ne peux être que quelqu'un qui milite pour l'unité nationale de ce pays, pour la vraie unité de ce pays, au-delà des slogans, au-delà de tout ce qu'on dit. Vous savez, ce qu'on appelle la République du Fouta, ou la République théologique, comme disent certains, je ne vois pas d'ailleurs pourquoi. Elle est moins théologique que les autres, mais bon, le terme est consacré. Cette République n'a jamais été une République poulard. C'est une République multiethnique. Elle n'a jamais été uniquement pour une ethnie. Le Fouta n'a jamais été le territoire d'une seule ethnie. C'est ça la vraie Mauritanie. L'expression de la Mauritanie unitaire, de la Mauritanie qui doit exister, c'est cette République. De vos aïeux, de l'Mamikan, des Mamouan, des Almami, de Thierno Souleymane Baal, c'est cette République-là qui doit être l'expression de la Mauritanie nouvelle. La Mauritanie nouvelle, c'est-à-dire une Mauritanie pluriethnique qui va ensemble, qui travaille ensemble, qui a un destin commun. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Malheureusement, on est obligé de le constater. Vous avez été ministre plus d'une fois d'ailleurs, c'était sous le régime de Ould Taya, il faut le dire, mais vous avez également été emprisonné et éloigné de votre famille pendant un certain temps. C'était également sous le régime de Ould Taya. Comment cela s'explique? Je ne sais pas ça, il faut le demander peut-être à Ould Taya, comme il faut lui demander beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses, oui. Oui. Non, je crois que on est venus tous dans les années 90, j'étais à l'étranger, pour essayer de contribuer quand on a parlé de la démocratie. Et on est venu, on s'est intégré, j'étais dans un parti qui s'appelle le RTI. Il est allé dans la majorité présidentielle. Je l'ai représenté au gouvernement pendant quelques années. Et après, bon, j'ai fini par quitter le RDI et j'ai créé le Front populaire et on est devenu un parti d'opposition. Et je me suis présenté aux élections présidentielles de 1997. Bon, tout cela a amené. Mais je crois que l'origine de mon emprisonnement n'a rien à voir peut-être avec ça. L'origine de mon emprisonnement, c'était mes relations avec les flammes qui étaient des intouchables pendant cette époque-là. Pendant cette période-là. Alors que moi, j'avais des relations très fortes avec très consolidées. Samba et les autres. À des moments où vraiment personne, aucun notre chef de parti de l'opposition n'acceptait de rencontrer de les parler ou de les rencontrer. D'ailleurs, ça s'est poursuivi. À la dernière présidentielle, votre parti a fait partie de la mouvance coalition Vivre Ensemble, oui. Avec les résultats qu'on connaît. Aujourd'hui, la Mauritanie, aujourd'hui Razouani, donc, qui est à la tête du pays, vient de passer 2 années à la tête de la Mauritanie. Comment est-ce que vous jugez en tout cas son mi-mandat de 2 ans? Vous savez, je préfère ne pas juger ce mandat. Moi, je fais des constats. Je ne suis plus très engagé politiquement à cause de ma maladie, à cause de mon âge, mais je reste quand même un témoin de ce qui se passe. Et moi, comme je vous ai dit, je suis un économiste. Donc, dans un bilan, il y a toujours un actif et il y a un passif. Et je crois que ces 2 années, à cause probablement d'autres facteurs, il faut prendre toutes les variables, notamment le coronavirus, oui. Notamment d'autres éléments, comme les éléments juridiques actuellement concernant le président Abdelaziz.
Donc, il y a un ensemble d'éléments qui a peut-être faussé les choses. Mais moi, je ne regarde pas ça. Moi, ce que je regarde, c'est qu'on est en train de détruire nos ressources maritimes. Ça, par exemple, je le regarde. On est en train d'appauvrir, il y a une paupérisation de la population. Ça, je le constate aussi par un jeu très subtil qui a commencé avec l'effacement du zéro de l'Ouguiya, qui a été pratiquement une dévaluation automatique de 10%. C'est ça, c'est un fait, oui. De fait, de facto. Bon, il y a l'augmentation des prix, il y a la situation des populations et il y a surtout une destruction complète de ce qu'on appelle la classe moyenne en Mauritanie. Alors que la répartition des revenus, elle passe obligatoirement par une résorption du chômage. Ouais. Et nous n'avons pas le chômage, nous avons deux types de chômage. Nous avons ce qu'on appelle les tekoussous qui ne sont pas des chômeurs parce qu'ils n'offrent rien sur le marché de l'emploi. Et nous avons les chômeurs, c'est-à-dire des gens qui ont des professions. Donc il faut essayer, premièrement, d'absorber un peu ces 250 000 à 300 000 tekoussous et après trouver de l'emploi pour les gens qui sont sur le marché de l'emploi. Et après, il faut avoir un pays qui est capable de programmer en sachant que chaque année, il y a 60 000 à 65 000 enfants qui naissent et que ces enfants, après une période, vont aller à l'école, après une autre période, ils vont aller à l'université, d'autres vont être perdus, il faut les récupérer et les former. Et à l'âge de entre 25 ans et 30 ans, il faut leur trouver du travail. C'est ça la programmation qu'il faut faire. Aujourd'hui, moi, ce que je reproche, c'est qu'il n'y a pas de stratégie économique en Mauritanie. Il n'y a pas de stratégie économique. Il est incontestable que Oued Ghazouani a fait une ouverture en recevant les gens et tout. Mais ce que nous voulons, c'est des résultats palpables. Ce n'est pas ces réunions. Je ne sais pas, aujourd'hui, on demande un débat. On demande beaucoup de choses. Bon, on va en venir. Allez, on va en venir justement. Donc, on disait que la scène politique mauritanienne se prépare à des concertations nationales. Selon le communiqué des partis représentés à l'Assemblée nationale, les consultations auront pour but d'établir un nouveau pacte national. Est-ce que ça vous parle? Non, pas du tout. Pas du tout. Je trouve qu'en fait... c'est du verbiage. Il y a des gens qui rêvent toujours d'une conférence nationale. Et les conférences nationales n'ont rien donné en Afrique. Depuis 92, on en sait quelque chose. Tout le monde en sait quelque chose. Je crois que notre problème, c'est plutôt qu'un pouvoir qui gère la Mauritanie ou qui la gouverne crée un contrat social avec le peuple mauritanien. C'est-à-dire un projet de société clair sur lequel nous allons soutenir les gouvernants et qu'on puisse continuer de cette manière. Il faut revoir un ensemble de choses. Il faut revoir la Constitution, il faut revoir le mode de scrutin. Le scrutin majoritaire est fait pour permettre aux dignitaires d'aller, et aujourd'hui aux hommes qui ont de l'argent, d'aller à l'Assemblée. Mais ces gens n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait des changements. Et les changements, bon, on l'appelait la révolution, maintenant ça fait honte, on ne parle pas de révolution, mais les changements, c'est une rupture. Ouais. Il faut créer une rupture avec les systèmes qui existent. Et cette rupture, je suis sûr que les gens qui se font élire parce qu'ils ont un capital, je ne sais pas d'ailleurs comment ils l'ont eu, parce qu'en 1960, personne n'avait rien du tout. Personne n'a reçu de son père en 1960 un capital comme les milliards d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est bizarre, aujourd'hui on parle toujours en 10 puissance 9. Ça fait quelque chose. Donc justement, il reste 3 ans à Oued Ghazouani. Est-ce que vous pensez que le bribes de ce que vous évoquez ici, un contrat avec la population, un contrat avec le peuple, est en train de se mettre en place? Est-ce que ça va se mettre en place ou bien il faudra penser peut-être à une autre magistrature pour que tout soit puisse voir le jour? Moi, je crois que Oued Ghazouani
ne manque pas de bonne volonté, probablement. Mais on ne peut pas faire du nouveau avec du vieux. Et aujourd'hui, le recyclage des gens qui sont tous, nous connaissons tous en Mauritanie. En plus, il n'y a pas beaucoup de monde. Oui, mais surtout que nous nous connaissons bien, nous, les gens de Nouakchott. Nous nous connaissons assez bien. Mais je vais vous donner un exemple. La commission parlementaire a parlé de plus de 317 personnes. Donc en ce qui concerne qui avait quelque chose à se reprocher. Ouais. Et comme par hasard, on se retrouve avec un Messie, 11 apôtres et Marie-Madeleine. Ça fait 13 personnes. C'est pas ça. Ça fait 13 personnes, effectivement, si on compte, oui. Mais c'est pas ça, on peut pas faire avec ça. Il faut aller complètement et aller de l'avant. Et il faudrait aussi choisir des cadres. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un dans la rue et vous le nommer conseiller alors qu'il n'a aucune expérience. Conseiller de quoi? En tout cas, la personne qu'il faut. Qu'est-ce qui s'est passé au ministère des Finances? Ils ont engagé énormément de jeunes, contrôleurs et autres, qui n'ont aucune expérience, rien du tout. Aujourd'hui, on parle de gestion, de gouvernance. Mais pratiquement l'ensemble des conseils d'administration sont présidés par des gens, des conseils d'administration des entreprises d'État sont présidés par des gens qui ne peuvent pas lire un bilan. Il faut revoir un peu ce problème de gouvernance. Il faut le revoir. Si Ould Ghazouani regarde ce problème de gouvernance, le prend au sérieux, crée même des structures parallèles qui ne sont pas des structures administratives, des structures de consultation, et qu'on fasse revivre le Conseil économique et social qui n'a jamais rien offert depuis qu'il existe, tout cela pourrait donner des éléments. On pourrait aller de l'avant, surtout qu'il y a ce problème de gaz. Mais le problème de gaz, prenez le problème de gaz. Mais les Mauritaniens aujourd'hui ne savent pas. Ils ne savent pas du tout. Est-ce qu'on parle de tonnes? Est-ce qu'on parle de mètres cubes? Est-ce qu'on parle de pieds cubes? Est-ce qu'on parle de... On ne sait pas. Tout ce qu'ils ont retenu, c'est la tortue. Prenez le cas de Bir Allah. Bir Allah a changé de nom 3 fois. Pourquoi il change de nom? Il y a quelque chose qui se cache. Pourquoi on est sur GTA, sur Ahmimi, avec les Sénégalais, alors que Bir Allah est plus important qu'Ahmimi? Donc il faudrait vraiment qu'on s'assoie, qu'on parle de notre... Donc si vous parlez de discussion et de débat, on n'a qu'à faire des débats spécifiques par secteur pour essayer de voir comment on peut aller de l'avant, pour écouter les autres. Aujourd'hui en Mauritanie, le problème de la pêche, vous ne pouvez pas en discuter parce que tout celui qui a déjà bouffé un tchéboudian se prend comme un expert. Un expert de la pêche et de ce qui va avec, et de l'économie. On ne peut pas avancer. Ça va être compliqué dans ce cas. En tout cas, merci de nous avoir donné votre avis et de nous avoir surtout accordé un peu de votre temps. C'est vraiment très gentil. Je vous le recommande encore, je ne le ferai jamais assez. Le livre que vient de faire paraître notre invité, Chbir Cheikh Mel'Ainine, à savoir Confession d'un esclave, un livre très intéressant, très riche et à la fois drôle, sur lequel on apprend aussi bien sur les tares, mais également sur des pistes éventuelles pour se sortir de cette art qui gangrène encore aujourd'hui la Mauritanie, à savoir l'esclavage. Merci d'avoir regardé l'entretien de Rémi. À très vite pour un nouveau numéro.